Parfois, il suffit d'un drame, d'un seul événement pour que tout un pays bascule. Un toit qui s'effondre et c'est tout un système qui menace de s'écrouler. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la Serbie, un pays qui se trouve sur une véritable ligne de faille et où une tragédie a mis en lumière des fractures bien plus profondes qu'on ne l'imaginait. Alors tout commence là, à Novi Sad, la deuxième ville de Serbie. On est le 1er novembre 2024. Une journée qui s'annonçait tout à fait normale, vous voyez, mais qui va virer au cauchemar et coûter la vie à 15 personnes. 15 vies fauchées. Pourquoi? Parce que le toit de la gare qui venait tout juste d'être rénové s'est effondré d'un seul coup. Et c'est la question que tout le monde se pose immédiatement. Comment? Comment une structure flambant neuve peut-elle s'effondrer comme ça? C'est cette question, à la fois simple et absolument glaçante, qui va servir d'étincelle. Elle va lancer un mouvement national qui va bien au-delà de la simple recherche de responsabilité technique. Les gens veulent des comptes. Et voilà, on entre dans le vif du sujet. Une nation s'éveille. Parce qu'il faut bien comprendre que ce qui est tombé ce jour-là, c'est pas juste du béton et de l'acier, c'est la confiance. La confiance du peuple en ses dirigeants. Et ça fait descendre des dizaines de milliers de personnes dans la rue, partout dans le pays. Et ce qui est super intéressant à observer, c'est la façon dont les revendications ont évolué. Au début, bien sûr, c'était très concret. On veut la transparence sur les contrats, la justice pour les victimes, mais très très vite, on est passé de ça à une critique beaucoup plus large. C'est devenu une remise en cause de la corruption systémique, de la négligence du gouvernement et de la répression. En gros, c'est tout le système qui est visé. Et attention, on ne parle pas d'un petit groupe d'agitateurs, loin de là. Les sondages sont sortis assez vite et les chiffres sont clairs. 60% de la population serbe soutient les manifs. C'est énorme. C'est une vraie vague de fond. En fait, pour bien comprendre cette explosion de colère, il faut prendre un peu de recul. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est vraiment l'aboutissement, la goutte d'eau qui fait déborder un vase qui se remplit depuis 10 ans. On a eu les protestations contre des projets immobiliers douteux, contre la censure, contre les violences politiques, pour l'écologie. C'est une accumulation de frustration. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte, il faut qu'on s'attaque au cœur du problème. Pour comprendre la protestation, il faut comprendre ce qu'elle combat, le système Vučić. C'est un mode de gouvernance très particulier qui s'est mis en place et renforcé ces 10 dernières années. Pour le décrire, les experts ont même inventé un mot, un peu barbare je vous l'accorde, mais très parlant, la stabilocratie. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est un leader autoritaire qui dit à ses partenaires internationaux, genre l'Union européenne, « Laissez-moi faire, je vous garantis la stabilité dans la région ». Et en échange, ses partenaires ferment un peu les yeux sur le recul de la démocratie et la corruption. C'est un concept clé pour piger la Serbie actuelle. Alors, comment ce système tient-il en place? C'est une mécanique assez bien rodée, en 4 temps. D'abord, le contrôle quasi total des médias. On s'assure que le narratif officiel est partout. Deuxièmement, le clientélisme économique. Si tu es loyal, tu as un bon poste des contrats publics. C'est un système de récompense. Troisièmement, une corruption en pyramide, où tout remonte vers le sommet. Et enfin, le coup de génie, si on peut dire, c'est de fabriquer une fausse opposition, souvent très à droite, pour faire peur, et se présenter comme le seul choix raisonnable face au chaos. Malin, non? La citation de La vie des idées le résume parfaitement. On parle d'une emprise hégémonique. C'est un mot fort, mais c'est exactement ça. La politique, la justice, les médias, la culture, tout est sous contrôle. Ce n'est pas juste une influence, c'est une véritable mainmise. Ok, mais ce système, il ne flotte pas dans le vide. Il est soutenu à l'extérieur par un jeu d'équilibristes géopolitiques assez fascinant, où la Serbie joue constamment entre l'Est et l'Ouest. Sur le papier, c'est simple. La Serbie est officiellement militairement neutre. S'inscrit dans la loi depuis 2007. Pas question de rejoindre une alliance militaire. C'est un peu sa carte maîtresse pour se faufiler dans le jeu international. Mais dans les faits, cette neutralité, c'est un vrai numéro de jonglage. Regardez, d'un côté, il y a l'Union européenne, partenaire économique numéro 1 avec qui on négocie une adhésion. De l'autre, la Russie, l'allié historique, le grand frère slave qui la protège à l'ONU. Et puis il y a la Chine qui arrive avec des valises de billets pour financer des infrastructures. Et l'OTAN? Ah non, ça c'est le grand méchant loup pour une majorité de Serbes depuis les bombardements de 99. C'est un jeu à 4 bandes hyper complexe. Et tout ça, bien sûr, nous amène à la question qui fâche. Et l'Europe dans tout ça? Quelle est sa position? Eh bien, c'est là que ça devient compliqué. On peut parler d'un silence, voire d'une contradiction assourdissante. D'un côté, on a le discours officiel. Vous entendez les plus hauts responsables européens, comme Ursula von der Leyen, qui viennent en Serbie et qui louent le sens des responsabilités du président Vučić. On le présente comme un partenaire fiable, un pilier de la stabilité. Mais de l'autre côté, on a les rapports du Parlement européen. Et là, le son de cloche est radicalement différent. On y parle d'élections truquées, d'absence de liberté de la presse, d'attaques contre l'opposition, de désinformation massive. Bref, un tableau très très sombre. Il y a un fossé énorme entre les deux.
Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. D'un côté, l'Europe met en avant ses valeurs, la démocratie, l'état de droit. Mais de l'autre, dans les faits, on signe des contrats d'armement majeurs, on verse des subventions records, on soutient des projets miniers controversés. C'est le grand écart permanent entre les paroles et les actes. Les intérêts économiques et stratégiques semblent prendre le dessus. Alors, avec cette situation intérieure explosive et ce jeu international ultra complexe, on en arrive à la conclusion que la Serbie est vraiment à la croisée des chemins. Et avec elle, c'est toute la région des Balkans qui retient son souffle. Les experts, en général, dessinent 3 grands scénarios possibles pour l'avenir. Le premier, c'est le scénario optimiste. Les réformes aboutissent, la Serbie rejoint l'UE et toute la région s'ancre dans la stabilité. Le deuxième, c'est un peu le statu quo. La région reste une zone grise, coincée entre Est et Ouest, avec des crises à répétition mais sans guerre. Et puis, il y a le troisième scénario, le plus sombre, celui de l'escalade, où les discours nationalistes mènent à de nouveaux conflits, en Bosnie ou Kosovo, déstabilisant tout le flanc sud-est de l'Europe. Et au fond, tout ce qui se passe aujourd'hui en Serbie nous amène à une question finale, une question essentielle. Ce n'est pas juste une question pour les Serbes, c'est une question pour nous tous, en Europe. Est-ce que ce combat pour la démocratie est une simple affaire intérieure serbe, ou est-ce que c'est en réalité une bataille pour l'âme même du projet européen ? La question reste ouverte.